Bonsoir tout le monde, que tu sois de Philadelphie, Pittsburgh, du Minnesota, de Miami ou de Scottsdale en Arizona. Oui, même si l'Arizona n'a plus d'équipe de hockey, nous prenons soin de nos fans provenant de cet État américain. Donc, que tu sois de toutes ces places-là, nous te remercions et te saluons d'être avec nous ce soir pour un autre épisode qu'on dresse des portraits des nations qui vont jouer pour la médaille d'or au championnat mondial U18 qui commencera demain en Finlande. Sur cette intro un petit peu boiteuse, je suis toujours avec ma tendre moitié, Alexandre Brabant. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi, mon chum? Ça va bien? T'as le même gilet que tantôt? Ah, j'ai dit la même affaire. Pour le 13e épisode, là, on vient de faire la Finlande, la Suisse, la Norvège, la Lettonie, la Slovaquie, la Tchéquie. La semaine dernière, on a fait la Suède, le Kazakhstan. On s'est gardé nos deux nations favorites pour la fin, les États-Unis. Et dans un autre épisode, on va vous parler du Canada. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, pas aujourd'hui, mais en ce moment, on va vous parler des États-Unis. Les Américains qui sont la meilleure nation à ce tournoi-là. Le programme américain, ils travaillent depuis 2 ans avec les U18, avec les U17, avec les U18 pour ce tournoi-là de fin de saison. Les États-Unis sont évidemment les champions en titre. Donc, ensemble, on va dresser un portrait de cette nation qui sont encore favoris pour remporter la médaille d'or cette année. Les Américains vont commencer le tournoi dans quelques heures. À 7 heures le 25 avril au matin, un match États-Unis-Slovaquie. Donc, il y a beaucoup de stock là, dans les États-Unis. Plus tôt, dans nos derniers épisodes du Street Scout Podcast, je mentionnais souvent que les Américains amènent le programme américain à ce tournoi-là et remportent la médaille d'or. Chose qui est vraie. Sauf que les États-Unis peuvent aller chercher quelques autres joueurs qui ne font pas partie du programme américain pour compléter leur équipe en vue de ce tournoi-là. Et là, on a eu la grande surprise que Trevor Connolly, on vous en a parlé, Trevor Connolly qui est un espoir de première ronde, qui jouait avec Tri-City dans la USHL, mais il a été éliminé des séries avec Tri-City, avec le Storm. Donc, les Américains sont allés le chercher pour venir aider les James Haggans, les Cole Hazelman, les Teddy Stiga, les Brody Zimmer, les Max Plant, vient compléter cette équipe, ce Dream Team. C'est un Dream Team, les États-Unis. C'est encore une fois les favoris pour remporter la médaille d'or. On est également allé chercher le gardien Caleb Isle, qui est un gardien qui jouait dans la USHL cette saison également. Malgré tout, là, ça devrait être Nick Kempf qui devrait être d'office comme Cerbère numéro 1 des États-Unis pour le début du tournoi dès demain. Mais voilà, donc l'ajout de Trevor Connolly est immense. Pour de vrai, sans Connolly, on a fait le portrait de l'équipe suédoise la semaine dernière. Puis sans Connolly dans la formation américaine, là, j'avais tendance à mettre les Suédois favoris. J'aimais, puis j'aime encore à quel point cette équipe-là est complète. On a des défenseurs de toutes sortes, avec un duo d'Alphonse Schwer et Salin Wallenius qui devrait être exceptionnel. On a des attaquants comme, bon, je ne veux pas dire Lucas Pedersen et plein d'autres qui sont exceptionnels également. Mais avec l'ajout de Trevor Connolly, pour moi, c'est il n'y a pas de question à se poser. Les Américains sont les favoris pour remporter la médaille d'or. Est-ce que tu partages mon avis? Oui, clairement. C'est assez fou. Donc, comme on a fait avec les autres nations, on va commencer par les défenseurs. Puis après ça, on va parler des attaquants. On a commencé en parlant de Nick Kempf, qui devrait être le gardien numéro 1, qui est classé de mémoire au 4e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale parmi les gardiens nord-américains. Donc, il devrait être le gardien d'office pour les États-Unis. Si on prend la défensive américaine pour ce tournoi-là, bon, le groupe de 6 défenseurs devrait être composé de A.J. Emery, Logan Hensler, Sam Lorilla, Dakota Reo Mullen, le fils de Manon Reo, Will Scahan et John Whipple. Ça devrait être pas mal les 6 meilleurs défenseurs de cette équipe-là.
Euh, c- Première chose qui me saute aux yeux, en tout cas, première chose qui me saute aux yeux quand que je regarde le programme américain cette saison, hein, on a écouté quand même beaucoup de matchs du programme américain, c'est que probablement les deux meilleurs défenseurs de cette équipe-là sont des arrières disponibles en 2025. Et j'ai nommé Logan Hensler, qu'on parle là, d'un espoir vraiment très, très haut en première ronde l'année prochaine, et Dakota Reo Mullen. C'est ça, ces deux arrières très jeunes, mais que dans les derniers visionnements que j'ai faits du programme américain, souvent, avec Skahan, par exemple, là, c'était des défenseurs qui avaient le plus de temps de jeu, des 23 minutes, des 22 minutes. C'est vraiment des arrières de qualité. Là. Logan Hensler, là, notamment, c'est un défenseur là, à bon gabarit qui se déplace extrêmement bien sa patinoire, un talent autant offensif que défensif. Bref, là, c'est une brute, man. C'est vraiment une brute que j'adore. C'est pas, là, ce qui est aussi fort défensivement qu'offensivement, il est très solide défensivement, mais qui est capable, je ne dis pas que c'est un défenseur offensif, mais qui est capable d'apporter une certaine offensive là, à son jeu, qui est très intéressant. Un 6 pieds 2, 200 livres, très mobile, qui est capable de frapper l'adversaire. Bref, défenseur complet. C'est pour ça qu'il est très haut en 2025. Toi, c'est-tu les défenseurs que tu as vu jouer, toi, Dakota Rehome puis Logan Hensler, rapidement? Je les ai vus jouer, mais plus milieu, début de saison. Je me suis pas, on avait tellement fait de USHL que je me suis pas Ouais, replongé ben dans le programme. Mais déjà là, en partant, c'était les deux défenseurs qui étaient sans dire les plus complets, mais c'est eux autres qui avaient le plus une approche offensive des autres. Tu sais, défensivement, ils se débrouillaient. Offensivement, ils étaient meilleurs que les quatre autres, admettons. Là. Qu'on ouais. parle de Whipple, qu'on parle de Scahan, qu'on parle de Emery. C'est plus des défenseurs unidimensionnels, eux autres, qui sont disponibles en 2024, je trouve. Ouais. Fait, ça apportait une autre approche plus intéressante. Puis, il y a AJ Emery qui a. EG, ouais. AJ Emery qui Ouais. remonte un peu ses listes, par exemple, mais ça reste un défenseur vraiment défensif. Là. Ouais. Mais parlons-en des Emery, si tu me permets. C'est le premier défenseur que j'avais sur ma liste. Arrière de 6 pieds 3, 185 livres, classé 39e parmi les patineurs nord-américains. Espoir de deuxième ronde. Mais Emery, c'est ça, c'est un défenseur que certains voient en première ronde. Je comprenais pas vraiment, et je comprends pas encore vraiment le hype d'Emery en première, deuxième ronde. Pas que c'était un mauvais défenseur, mais bon, pour la petite histoire, là, avec le programme américain cette saison, on parle de 11 points, 11 passes. Hein. Il a marqué aucun but cette année, 11 passes dans 54 matchs et 6 passes en 27 matchs dans la USHL parce que le programme, ils font des matchs amicaux contre les équipes de la NCAA et autres. Puis ils participent également à la saison USHL. Bref, voilà. Donc, je ne suis pas nécessairement un gars de production offensive, mais offensivement, Emery ne te donne rien. Puis j'ai quand même été surpris de voir sa production, ses statistiques offensives. Bon, je comprenais pas le hype, mais en regardant, en analysant Emery, ben, tu constates que c'est un gros défenseur qui patine très bien. Ça, là, je me répète beaucoup, là. Mais ça, c'est une combinaison que j'aime, puis que je pense que toutes. Ben, en tout cas, j'allais dire, je pense que toutes les équipes aiment de la Ligue nationale, mais bon, je dirais pas ça, je vais dire que la centrale de recrutement de la Ligue nationale aime également, parce qu'il y a plein de grands défenseurs qui patinent relativement bien qui place très haut. Donc, Emery, ça, moi, c'est une qualité que je vois chez lui. Défensivement, il est très solide. Là. Il est très, très, très solide. Justement, sa mobilité l'aide beaucoup. Son bâton est très actif. Mais c'est pas un défenseur qui est nécessairement physique. Offensivement, je le vois des fois appuyer l'attaque, mais on voit que c'est pas naturel chez lui. Fait que bon, j'ai tendance à l'évaluer comme un défenseur qui est unidimensionnel défensif. Je ne sais pas de ton côté, mais moi, en tout cas, c'est ça. C'est pas un D'accord. défenseur que je prendrais en première, là, Moi deuxième non plus. ronde, mais ça reste un arrière qui est intéressant et qui devrait avoir un rôle assez important là, avec les États-Unis pour ce tournoi-là. Des choses à ajouter sur AG? Non, je suis bien d'accord avec ce que tu as dit. Bon, il y a un défenseur, on vous a nommé Sam Lorilla tantôt, devrait être le sixième défenseur de cette équipe-là. Là. C'est un défenseur qui a une game très simple. Bon, première passe correcte, mais c'est pas un gros défenseur physiquement.
Je vais juste aller voir, il est classé où rapidement là, pour le prochain repêchage. Il est ici. On parle d'un arrière de 6 pieds, 187 livres. Là, je l'aurais pensé plus petit que ça, mais qui est classé au 148e rang par la centrale de recrutement. Donc, on n'en parlera pas si ça ne te dérange pas. Ça nous amènerait à Will, le gros défenseur, le défenseur format géant. Là. C'est une armoire à glace, ce défenseur-là. Et j'ai nommé Will Scahan, arrière de 6 pieds 4, 212 livres, qui patine également bien. Pour de vrai, là, c'est pas. Puis quand je regardais Scahan dernièrement, la semaine dernière, on a fait la Suède. Puis on parlait des gros défenseurs, Bolin, Eliasson, Viggo Gustafsson, qu'on disait que c'était des arrières qui prenaient beaucoup de place défensivement, mais que la mobilité n'était pas nécessairement leur force. Scahan, je le mets dans le même bateau qu'eux, mais il est plus mobile que les autres, de mon humble avis. Donc, Scahan, qui est classé relativement loin, par exemple, par la centrale de recrutement au 56e rang. Avec le programme, bon, en 53 matchs, 4 buts, 8 passes, 12 points, a ajouté 6 points en 24 matchs dans la USHL. Bon, comparativement, tantôt je parlais d'Emery qui était solide défensivement. Moi, Scahan, la manière que je le vois, c'est également, là, c'est une tour défensive. Tu le veux, c'est ton désavantage numérique. Mais ce que j'aime mieux Scahan que Emery, personnellement. C'est un défenseur qui est physique, c'est un défenseur qui est méchant. En avant de son propre filet, qui va jouer du bâton. Là, des bons vieux cross-check dans le bas du dos de l'attaquant adverse. Dans les coins de patinoire, tu ne veux pas y aller contre lui parce que ça fait mal. Il ne se gêne pas pour appliquer de dures mises en échec. C'est un défenseur qui est fort physiquement et qui utilise cette force physique-là pour se démarquer, sortir du lot. Toi, Will Scahan, tu le vois-tu de la même façon? Oui, moi, pour de vrai, ouais, je le vois avant Emery aussi. En fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pour de vrai, c'est dur de les voir autrement que. Oui, tu peux le voir un petit peu plus. Ben, tu disais plus mobile. Plus mobile que Eliasson, Bodin, puis Gustafsson, la Suède. Ah, je Euh, suis d'accord. Pas Ouais, nécessairement plus mobile qu'Emery. Je pense qu'Emery il est plus ouais, mobile que Scahan, mais j'aime mieux. On parle de deux défenseurs qui sont quand même relativement défensifs. ouais, Peut-être qu'Emery, là, il y a peut-être un léger potentiel offensif plus haut que ouais. Scahan, mais j'aime. Tu sais, La Scahan, là, je le stabilité vois. qu'il apporte, admettons. Ouais. Ouais, Tu je sais, suis d'accord. Scahan, je le vois vraiment comme un All-Gill, mais qui est capable de patiner, en fait. Puis qui Ouais. patine quand même bien. Mais ouais, Euh, j'aime. Ouais. Ça va être ça. J'aime ton analyse. Puis le dernier défenseur là, mais du programme américain, moi, c'est pas un défenseur que j'aime nécessairement. Là, puis c'est un défenseur qui est classé 145e par la centrale de recrutement. J'ai nommé John Whipple, un arrière, le 6 pieds 194 livres. Bon, qui fait pas beaucoup de points également là, avec le programme dans les USHL, dans les matchs amicaux. Mais ça, c'est un défenseur que la seule chose, on dirait, qu'il aime faire sur la patinoire, c'est frapper l'adversaire. C'est un défenseur qui est agressif, qui est vraiment mine, puis qui frappe. Puis, tu sais, des fois, on dit, ce joueur-là va pas appliquer la grosse mise en échec, mais il va utiliser sa force physique pour séparer le porteur du 10. Non, John Whipple, quand il frappe, Ça c'est fait pour faire mal. mal, c'est pour faire bondir les spectateurs de leur siège. Donc, on a une défensive américaine. Puis après ça, je vais te faire des passes sur des attaquants. Là, j'ai hâte de t'entendre sur certains d'entre eux. Mais on a une défensive américaine qui est moins forte pour de vrai que les années auparavant. Mais c'est une défensive qui fait quand même relativement peur physiquement. Puis on a nos deux jeunes, Réon puis Hensler, qui devraient apporter une dimension plus offensive là, à cette brigade défensive-là. Donc, pas la meilleure brigade défensive de l'histoire des États-Unis, mais je pense qu'elle va être suffisamment bonne pour aller chercher la médaille d'or parce qu'avec l'attaque que les États-Unis ont, je ne vois pas pourquoi ils ne pourront pas aller chercher la médaille d'or.
Est-ce que tu me permets de te verbaliser un attaquant, des attaquants et que tu nous dises Ouais, ton vas-y. analyse? Ouais, Je connais ton amour pour ce joueur-là et à tout seigneur, tout honneur, hein, celui qui va avoir le C sur son gilet, ouais. le numéro 2, Brody Zimmer. Je sais que tu l'aimes beaucoup, je partage ton amour pour lui, mais je veux t'entendre sur tes visionnements de la saison sur Brody Zimmer et tes attentes envers lui pour le tournoi. Ben, comme tu disais, moi je pense que c'est Captain America. Yes, Non, sir. mais pour de vrai, c'est vraiment. Moi, je trouve vraiment que c'est un leader. Il dégage l'exemple. Tu sais, c'est pas le meilleur de l'équipe, mais il fait partie des joueurs les plus travaillants. Je trouve que il est souvent très bien positionné. Tu sais, c'est ça. C'est pas le meilleur. Mettons, là, lui, il joue avec Ben Harrick puis Stiga. C'est clairement. Peut-être, ça dépend. Ça pourrait être Ben Harrick, ça pourrait être Zimmer, mais je le vois un peu comme la troisième roue du carrosse, mais c'est le joueur qui va travailler Ouais. pour la rondelle. C'est le joueur, bizarrement, j'étais allé voir tantôt, puis je me demandais un peu c'était quoi ses statistiques, puis c'est le joueur qui a le plus de mise en échec en attaque. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qu'on parle, c'est lui qui travaille le plus. Lead by example, ben, c'est un peu le même principe. Tu sais, il monte un peu le chemin à ses coéquipiers. Puis, tu sais, ses buts, c'est pas des buts de finesse, mais beaucoup des buts de grinder parce qu'il drive le filet. Il va dans le trafic. C'est vraiment un style de joueur que j'aime beaucoup. Puis j'espère le voir continuer comme ça durant le tournoi. 100%. En fait, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas s'il fait preuve de leadership dans la chambre, mais juste dans son jeu sur la patinoire, quand on le voit jouer, tu regardes Zimmer, tu essaies de faire. Ben, en fait, tu regardes Zimmer et tu essaies de travailler 50% du travail qui démontre sa patinoire et tu vas être un travailleur acharné. Exact. C'est, il y a une vitesse, c'est tout le temps au bout. Ouais. Je le projette très bien dans les nationales. Je vais aller voir rapidement là, la centrale de recrutement, le classe U. Hâte de voir si tu vas le mettre dans ta première ronde au prochain repêchage. Là, parce que la centrale de recrutement, écoute-moi bien, le classe en troisième ronde. Oh, c'est bon. 59e nord-américain. Fait que ton statement, man, ça va être de mettre Brody Zimmer dans ta première ronde. Ouais, man, je te dirais, tu sais, j'avais Cole Baudouin dans ma première ronde, ça me surprendrait pas que Zimmer prenne la place de Cole Baudouin, mettons. Ouais. Imagine-toi si Zimmer mesurait 6 pieds 2 et pèserait. Ben, imagine-toi si Zimmer aurait le gabarit de Cole Baudouin. Ah, exact. Ça serait. Mais Mais man, son éthique de travail est tellement belle que je peux pas croire que ce gars-là ne jouera pas NHL. Ah, 100%, 100%, 100%. Là, on ne passera pas tous les attaquants là, des Américains, mais on va passer les plus intéressants. Il y en a beaucoup d'intéressants, là, puis vous les connaissez autant que nous. Tu as parlé de ton amour pour Brody Zimmer. Ben, je vais parler de mon amour pour Teddy Stiga. Petite information importante, là, je voulais le dire avant de parler des attaquants, mais les États-Unis ont joué un match hors concours, un match préparatoire pour ce tournoi-là. Ont affronté la Suède. Hein. Donc, c'est nous autres, on veut affronter les meilleurs pour voir où ce qu'on en est. Les États-Unis ont remporté ce match-là 8-5. Les joueurs se sont le plus illustrés de manière offensive. On a Christian Humphries, qu'on ne vous parlera pas nécessairement dans le podcast, parce que bon, c'est un employé de soutien, mais il a quand même réalisé 2 buts dans ce match-là. Un but, 2 passes pour mon amour, Teddy Stiga. Et il y a un attaquant qui est disponible l'année prochaine qui s'appelle LG Mooney, un petit attaquant de 5 pieds 6, 145 livres, disponible en 2025, marqué un but, amassé 3 mentions d'aide. Puis bon, ben pour l'histoire, là, dans la défaite de 8-5, mais Lucas Pedersen de la Suède, un but, 4 passes, 5 points.
T'en veux-tu un bon match? T'en veux un. Vas-y. Mais avec sa performance de 1 but 2 passes, mais Teddy Stiga continue là, son excellent travail depuis le début de l'année. Nous, on se vante chez Street Scout qu'on a été les premiers à mettre Stiga sa map pendant qu'en début de saison, il était vu comme un gars de 3e, 4e ronde. Nous, on l'a mis sur notre première ronde. On l'adorait. C'est dans les matchs ben, je vais parler pour moi, là, puis tu compléteras, mais je suis convaincu que tu partages mon opinion. Dans les matchs qu'on visualise du programme, c'est très souvent le meilleur joueur à sa patinoire. Il y a une très belle combinaison d'une vision de jeu élite. Il y a des mains. Il fait des passes à faible pourcentage, souvent réussies. J'aime son lancer. Vraiment, offensivement, là, il y a vraiment toutes les qualités pour s'illustrer statistiquement parlant, s'illustrer sur le désavantage numérique en étant sensible à son jeu en zone neutre, en zone défensive. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'attaquant défensif, mais il est responsable. Il donne une importance. C'est pas comme, mettons, un Cole Eiserman qu'on va parler plus tard. Fait que Teddy Stiga, moi, je l'adore. Puis j'ai vraiment hâte de le voir jouer dans ce championnat-là. Pour moi, ben, c'est mon MVP des États-Unis, Teddy Stiga, à la conclusion de ce tournoi-là. Pour le petit portrait, ailier gauche, 5 pieds 10, 176 livres. C'est probablement pour ça que la centrale de recrutement le voit quand même 46e. Hein? La centrale de la NHL le voit comme un espoir de 2e ronde, fin de 2e ronde, début de 3e. Il y a certaines listes là, qui le placent en première ronde, mais bon, bref. Moi, c'est un joueur qui est là qu'en première ronde. J'apprécie tout de ce joueur-là. Ma projection se fait bien dans la Ligue nationale. Son gabarit, bon, m'inquiète un peu parce que c'est vrai qu'il n'est pas gros. Avec des joueurs de son âge, est capable là, de tirer son épingle du jeu malgré son petit gabarit. Au prochain niveau, on verra. Mais regardez ce joueur-là, là, c'est un roman. Vous regardez sur un match, là, c'est un roman. Là, il est élégant, il est beau à voir jouer, puis il performe offensivement. Ouais. Teddy Stiga. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur notre boy? Ouais, c'est quand même vraiment très complet. Moi, c'est fou comment je trouve que la rondelle colle sur sa palette. Ouais. C'est complètement fou. C'est intelligent, tout se fait fluide avec lui. Il est vraiment beau à voir. Je suis très d'accord avec toi. Puis je vais te faire une passe pour le prochain, qui est un attaquant de 5 pieds 10, 170 livres, hein, un peu le même gabarit que Teddy Stiga, là, qui est classé 43e, 43e parmi les patineurs nord-américains, toujours selon la centrale de recrutement nationale. J'ai nommé Max Plante. Ouais, ben moi, Max Pass, ça en a un autre que j'aime bien. Lui, en début de saison, j'étais pas certain, par exemple. On dirait que je me disais qu'il profitait peut-être de ses points à cause des Iserman ou des Hagens. Mais en le regardant attentivement, je me rends compte que c'est le joueur du trio qui travaille le plus, qui va chercher les rondelles dans le coin. Un excellent passeur, un fabricant de jeu. Au final, c'est Iserman qui profite des passes de Max Plante. En zone offensive, je trouve vraiment qu'il fait quand même relativement tout bien. Tout bien. Sa tâche, c'est de passer la rondelle à Iserman, puis il le fait à la perfection parce qu'Iserman, comptabiliser tous ses buts, il y a un but par match. Fait qu'à quatre parts, c'est que les gars, ils font le boulot. Mais c'est ça, c'est vraiment son jeu offensif, sa vision du jeu. Il a des bonnes mains, il prépare les jeux. Donc, je te dirais que je l'aime relativement beaucoup en zone offensive. Défensivement, c'est plus difficile, mais à quelque part, ce trio-là, défensivement, c'est plus difficile. À part Ouais. Hagen qui fait quand même. Hagen, on va en parler tantôt, mais c'est quand même le plus polyvalent des trois. Là. Ouais. Mais c'est ça, ce trio-là, il se concentre beaucoup sur les jeux offensifs. Puis le travail défensif, il est un peu plus relâché.
Non, 100%. Ouais, je partage ton évaluation sur Max Plante. Là. On a comme un groupe là, de 5-6 attaquants là, dans les États-Unis qu'on aime plus que les autres. Puis Max Plante, c'est peut-être notre 5-6e. Là. Ouais. Mais ça lui enlève rien. Mais si je critiquais le classement de Zimmer, le classement de Stiga, Max Plante, 43, fin de deuxième ronde, je suis à l'aise avec ça. Je sais qu'à mi-saison, on l'avait vraiment haut en notre estime. Là. Notre ballon a peut-être pété un petit peu, mais pas parce que. Juste parce que je pense qu'on l'avait peut-être surévalué un petit peu, Ouais. là, parce que je ne l'ai pas vu nécessairement. Ben, je ne l'ai pas vu progresser non plus en cours de saison. Là. Il a peut-être un Non. petit peu stagné. Là. Mais un peu à la Cole Iserman qu'on n'a pas vu progresser bien en saison. Ouais, mais tu disais, c'est ça. Tu disais qu'Aiserman profitait des passes de Max Plante, mais profite également des passes de James Haggans. Ouais, ça, c'est un fait Puis, qu'on va parler. ouais. C'est quelqu'un que. C'est ça. En tout cas, juste dans les derniers matchs que moi j'ai écouté là, du programme Ouais, américain, Iserman ne jouait pas avec Haggans, puis Iserman est un petit peu. Est un petit peu transparent. Là. Je commence à comprendre pourquoi les gens sortent Iserman du top 10. Je sais pas si je vais me rendre jusque-là, mais je commence à comprendre. Donc, voilà pour Max Plante. Puis, on a parlé de James Haggans. Bon, allons-y. Parlons-en de James Haggans. James Haggans, c'est potentiellement le meilleur joueur de cette équipe-là, malgré le fait qu'il est disponible en 2025, l'année prochaine. Premièrement, en ce moment, puis ça va probablement être ça. Là. James Haggans sera le premier joueur sélectionné en l'encan 2025 de la NHL, à moins d'un revirement, j'allais dire majeur, mais à moins d'un revirement. Là. En ce moment, c'est le numéro 1 en 2025, Haggans. C'est un joueur de centre, un petit joueur de centre de 5 à 10, 170 livres, mais 80 points en 51 matchs avec le programme cette année. 47 points en 26 matchs dans la USHL. C'est des statistiques qui sont mirobolantes. Puis, tu mets n'importe qui avec lui, son trio. C'est un fabricant de jeu là, élite. Là. Pour de vrai, là, c'est un fabricant de jeu élite. Malgré le fait qu'il est repêché en 2025, le programme américain l'année prochaine, il va être fort. Les deux défenseurs, Hagen, c'est encore là. Mooney qui va embarquer. Il va vraiment être solide l'année prochaine. Mais Hagen, il est potentiellement le meilleur joueur de cette équipe-là cette année, malgré son jeune âge. Je l'ai dit, c'est un fabricant de jeu hors pair. Son lancer est là, responsable dans les 3 zones. Ouais. C'est un joueur de rêve. Là. C'est vraiment. Puis vous allez le voir jouer. Il n'a pas l'air d'être le plus jeune. Beaucoup de maturité dans son jeu. Il est intelligent comme jamais. Il a vraiment tout. C'est un attaquant qui coche tout. C'est pas un attaquant qui a juste un genre wow à 120%, puis que les autres facettes de son jeu, c'est plus difficile. C'est un joueur qui coche, man, 90-95%. Là, j'exagère peut-être, là, mais tu sais, dans toutes les cases. C'est vraiment tout un joueur de hockey. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas pour rien qu'à 17 ans, 16 ans? 17 ans? Il vient d'avoir 17. Je sais, je sais pas, ça donne un petit Mais peu. peu importe que il a été invité. Il y a 17 qui a été invité à faire le camp d'entraînement des U20. Là. Ouais. Il a passé par-dessus Cole Iserman. Puis, comme je disais, il a son rôle un peu partout. Tu veux l'avoir comme joueur défensif, Ouais. tu peux l'avoir comme joueur défensif. Tu veux l'avoir comme fabricant de jeu, tu peux l'avoir comme fabricant de jeu. Tu peux l'avoir comme scoreur. Il est moins scoreur un petit peu, mais il en score en masse des goals pareil. Là. Il est assez polyvalent pour être utilisé dans n'importe quelle situation. 100%. Moi, il me fait penser un peu à Celebrini cette année. Ouais. Là, puis il va peut-être être meilleur en plus, mais c'est un peu le même style de joueur, un style de joueur complet. Il travaille très bien. Il est intense. C'est vraiment un assez bon joueur de hockey. Effectivement, puis pour que les Américains invitent un joueur de cet âge-là à leur camp d'entraînement, c'est parce que tu es exceptionnel, parce que les Américains sont capables de se faire une équipe avec des 19-18 ans. Puis Hagen, c'est quand même toffé là, dans le camp d'entraînement. Il n'y a pas. Puis l'année prochaine, il va probablement être là. Si on continue notre survol, bon, je vais parler un peu d'Austin Baker, parce que sous ma liste, il est comme dernier. Puis moi, je l'aime, Austin Baker, mais je pense pas qu'il mérite qu'on en parle en dernier.
Mais Austin Baker, qui est un petit attaquant, là, un petit attaquant, si je le vois à 6 pieds, 190 livres, là, mais je le vois plus petit sa patinoire. Extrêmement intense. Pour de vrai, là, c'est pas un joueur qui a extrêmement de talent offensif, mais il est tellement intense en repli défensif, en échec avant. C'est un joueur qui est vraiment responsable défensivement. Moi, je voulais en parler parce que, bon, la centrale de recrutement le place au 104e rang. Moi, c'est un joueur que j'ai sur mon radar là, dans ces eaux-là, là, peut-être en 4e, 5e ronde. Je l'aime beaucoup. Son éthique de travail est hors pair. Moi, quand je le vois jouer, je vois tout le temps un Steve Bégin. Puis là, je suis content de savoir qu'il est crissement plus gros que Steve Bégin. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu avais tout acheté sur Austin Baker, mais Non, je pense vraiment moi, que. j'ai un peu les mêmes analyses que toi, que c'est un travaillant, puis Ouais, ouais, ça ouais. ressemble pas mal à ça. Puis dans le programme, peut-être il joue sur une 4e ligne. Là, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Mais ouais, je le vois peut-être avoir un rôle sur le désavantage numérique des États-Unis. Là. Bref, Ça aurait du sens. J'ai hâte de voir Austin Baker pendant le tournoi. Ben, on va en parler. Cole Iserman. Cole Iserman, qui est un attaquant extrêmement polarisant là, cette saison. Là, bon, j'en ferai pas encore tout son pedigree là, de toute son évolution dans les classements là, pour le prochain repêchage. En ce moment, il y a plusieurs personnes qui sortent du top 10. Nous, on ne sait pas encore. Bref, Iserman, ailier, 6 pieds, 200 livres, qui est classé 12e parmi les patineurs nord-américains par la centrale de recrutement nationale. Fait que là, on voit un choix 15, 16, 17e là, selon la Ligue nationale. Puis tantôt, quand je disais qu'Adian se cochait tout, Exact. puis qu'il cochait tout à un certain niveau, mais Iserman coche l'instinct du marqueur, son lancer coche vraiment élevé, mais dans les autres sphères de sa game, coche vraiment bas. Puis je pense que ça commence, ben pas que ça commence, ça a vraiment affecté son classement, puis ça a vraiment apporté des points d'interrogation dans la tête de tous les scouts qui font des listes. Iserman, 49 buts, 28 passes, 77 points en 54 matchs, a ajouté 34 points, 25 buts en 24 matchs dans la USHL. C'est ça, Cole Iserman. Puis moi, au début de l'année, je l'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'il était capable de marquer de plusieurs places. Il était capable de marquer sur un lancer sur réception, son lancer sur réception est dévastateur. Il était capable d'aller en avant du but, bon, pour aller chercher un garbage goal. Sauf que plus que je le regarde, puis là, en plus, en mi-saison, il y avait un petit down. Après la mi-saison, il y a un petit A. Puis là, sa fin de saison, il y a un petit down aussi. Il y a beaucoup d'inconstance dans son jeu. Puis c'est souvent relié à ses compagnons de trio aussi. Ouais. Les matchs, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais que Max Plante aide beaucoup à Iserman, mais les matchs, je trouve que Hagens n'est pas avec Iserman. Le jeu d'Iserman est plus affecté que quand Max Plante n'est pas avec lui, par exemple. Ouais. Dans le dernier match que j'ai écouté, Hagens jouait avec ce gars-là. Ouh, ça, c'était beau. Mais c'est ça, c'est que je trouve. Puis, Iserman, là, je ne sais pas comment le dire, là, parce que je l'aime encore comme espoir, mais son coup de patin est calissement dégueulasse. Il est asti, c'est l'enfer. Puis, c'est pas nécessairement. C'est pas son coup. C'est comme un train, là. Genre, c'est crissement long à partir. Quand il atteint sa vitesse maximale, c'est correct. Mais il est tellement pas fluide sur patin. Son changement de direction est difficile. Ses pivots sont tough. Mais on dirait que tout ce qui se fait avec ses patins est difficile. Puis là, je sais pas, c'est parce que je suis fatigué, Colin, que j'exagère, mais parce que visiblement, Colin, je l'ai vu baisser ses listes. Ça fait que je cherche là, la crotte dans son jeu, tu sais. Puis c'est ça, c'est pas le super rapide, il est pas fluide. Sans la rondelle, il fait absolument rien. Capable d'appliquer des mises en échec de temps à autre, là. Mais ouais, moi je le vois de même. Là, il baisse sur ma liste aussi. Là.
malgré que c'est le marqueur naturel de ce repêchage-là, là, toi, qu'en penses-tu pour la semaine? C'est sûr que j'ai pas le choix de me pencher un peu de la même avis que tout le monde, que c'est un joueur un peu unidimensionnel. Mais tu sais, c'est un buteur élite. C'est clairement un buteur élite, scoreur naturel. Il Ouais. va scorer de toutes les places sur une patinoire, mais il est très à l'aise dans son bureau, à l'aile, one-timer, il aime bien ça. Mais non, c'est vrai que tout ce qui est en dehors de la zone offensive, tout ce qui est en dehors, dans le fait de son bureau, c'est difficile pour lui. C'est très Ah ouais. difficile de sortir. On dirait qu'il est dans ses vieilles chaussettes puis il ne veut pas sortir de là. Mais c'est parce que c'est le fait qu'il n'améliore rien. Si au moins on verrait une amélioration ailleurs, on pourrait penser que, mais il fait que stagner dans son bureau. Ouais. Ouais, clairement. C'est ça qui est. Clairement qu'on n'a pas noté d'amélioration. En tout cas, pas d'amélioration constante dans son jeu cette saison. Non. Mais bon, à lui d'utiliser ce tournoi-là pour redonner là, de la lumière sur son classement. Là, je ne sais pas si c'est bien dit, là, mais la balle est dans son camp. Là. Ouais, Utilise ce tournoi-là pour te remettre sa main, mon chum, t'es capable. clairement. Mais c'est ça, j'ai comme l'impression que c'est un gars qui dépend de ses coéquipiers de trio. T'sais. Fait que en début de saison, là, on ne l'a pas comparé à Ovechkin, là, mais Ovechkin, on le voit là, quand que Backstrom est parti. Quand Backstrom s'est blessé, Yzerman, ça va y prendre son Backstrom à lui aussi Ouais. là, pour performer. Pas au niveau d'Ovi, là, mais pour remplir le fil adverse là, au prochain niveau. Je suis entièrement d'accord. Il nous resterait 2 attaquants là, à discuter des États-Unis. J'aimerais ça t'entendre sur le prochain. J'ai envie de te lancer sur Kamil Bednarik. Ouais, Ben Arick, ça, c'est pas mal. Moi, selon moi, c'est le meilleur joueur défensif de l'équipe américaine. En fait, je pense que c'est lui qui est le plus responsable défensivement. Sa grosse force, c'est ses mises en jeu. Selon moi, c'est pas mal lui qui va occuper les grosses mises en jeu importantes du côté américain. Je te parle beaucoup de la troisième roue du carrosse. Je disais Zimmer. Je suis pas certain que c'est Zimmer, la troisième roue du carrosse. Moi, je pense que lui qui est tout le temps en support, c'est Ben Arick. Il joue très bien ce rôle-là, en fait. C'est vraiment un joueur qui vient supporter dans les deux sens de la patinoire. Il supporte en attaque, il supporte en défensive. C'est pas le plus intéressant à voir en attaque, mais je trouve qu'il complète bien son trio. Le trio actuel avec Zimmer et Stiga, et je le trouve parfait. C'est un trio extrêmement bien balancé. Les trois ont leur force. Les trois n'ont pas de faiblesse. Non, mais mis à part, les trois pour de vrai, ils se complètent super bien. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment. Je ne sais pas si je le verrais avec un autre trio, si je le verrais de la même façon, mettons. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, Ben Arick, c'est ça. Je le vois comme le joueur complet là, à l'attaque là, des Américains. Je suis curieux de savoir la Ligue nationale le classe où sur leur liste. Rapidement, 6 pieds, 185 livres, 28e parmi les patineurs nord-américains. On sait qu'on parle d'un espoir début de deuxième ronde. C'est là que je vais peut-être le mettre en première ronde. Là. Ça va dépendre de son tournoi beaucoup. Mais ouais, je le trouve responsable. Mais je trouve beaucoup là, l'attaque là, du programme américain, c'est ben bon, c'est sûr qu'on a des Eiserman, on a des Higgins qui sont des exceptionnels, là, en tout cas Eiserman dans certaines qualités, là. Mais c'est beaucoup des joueurs complets. J'aime, puis je sais, puis ça, I guess que c'est une job de développement du programme, parce que, on parle de Ben Arick, on parle de Max Planck, de Zimmer, de Stiga, que c'est tous des joueurs qui ont des qualités X, mais qui sont responsables défensivement également, qui sont sensibles à le jeu dans les trois zones, puis ça, ben bon, chapeau au programme américain. Ouais. Mais Ben Arick, c'est un peu le couteau suisse de ton équipe. Là. Exact. Il est excellent dans tout, excellent Bon dans dans tout. rien, bon dans tout. Ouais. Bon dans tout, excellent dans rien. Ouais, il est tard, on est fatigué. Tu le veux sur ton avantage numérique, tu le veux sur ton désavantage numérique. Tu es confiant quand il est sa patinoire.
C'est un joueur que les entraîneurs aiment beaucoup. Ouais. Donc, mise au jeu importante. Ouais, c'est vrai. Mise en jeu importante, là, ça, j'en parle pas assez souvent. C'est plus toi, notre expert des face-off. Mais le dernier, attends, on y va. Et Hey, dans la moyenne. Et on accueille le Snake Boisvert pour venir parler de son bébé. Non, mais très surpris, agréablement surpris de voir Oui. Trevor Connolly se joindre à l'équipe américaine pour ce tournoi U18-là. Trevor Connolly, bon, c'est également un attaquant polarisant. Là. On l'a à 6 pieds 1, 160 livres. Là. Je pense qu'il a gagné un peu de poids, mais qui est classé au 6e rang parmi les patineurs nord-américains, parmi la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il a joué toute sa saison avec le Storm de Tri-City, 78 points, 31 buts en 52 matchs. C'est un attaquant offensif qui se joint à cette équipe de rêve-là. Ton opinion sur Trevor Connolly? Mon opinion, en début de saison, était, après son Linka, c'était clairement mon joueur du Linka. C'était la découverte. C'est un joueur explosif. Avec la rondelle, selon moi, si c'est pas le plus rapide avec la rondelle, c'est sûrement un des plus rapides du repêchage quand il y a la rondelle. Pour de vrai, ses changements de direction sont très bons. Il y a des mains. Avec le Storm, on le voyait souvent garder trop longtemps la rondelle parce qu'il n'y avait pas d'option. Ouais. J'ai tellement hâte de le voir avec l'équipe américaine pour voir. En fait, là, j'ai hâte de le voir dans quelle chaise qu'ils vont l'installer. Ouais, c'est vrai. Hein? Ça va tout montrer le chemin de comment l'équipe américaine va aller. Ils vont, ils peuvent très bien le mettre comme. Je ne sais pas qui vont tasser dans le top 6. J'ai hâte de voir qui vont tasser. Ouais. Mais admettons qu'ils tasseraient un Max Planck. Ça pourrait être quelque chose qui serait assez solide à voir. Admettons un Connelly, un Iserman, puis un Hagen jouer ensemble. Ça serait assez incroyable. Si c'est le cas, Connelly est mon MVP. Si le programme américain, des fois, comme tu parlais, ils peuvent vouloir garder le joueur ensemble, fait que Connelly pourrait très bien se retrouver sur un troisième trio. À ce moment-là, James Hagen serait mon MVP. Mais pour de vrai, Connelly, c'est autant que tu peux l'aimer, autant que son attitude, tu peux la détester. Mais tu sais, sa saison qu'il a faite avec le Storm est juste incroyable. Il a fini avec quelque chose comme 30 points d'avance sur le deuxième joueur de son équipe. S'il n'est pas là, son équipe perd à tous les matchs. Je l'ai vu dans les 10 dernières games, j'étais voir tantôt. Il a joué 3 games dans les 10 dernières games, puis il avait 10 points en 3 games, puis le deuxième, il avait 9 en 9. Mais tu sais, s'il n'est pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, c'est vrai. C'est comme. On est obligé de donner une importance à ces statistiques-là. Là. C'est. Moi, je voyais encore. Ben, vas-y, finis. Mais il est super beau à voir aller. C'est vraiment. Mais tu sais, le Snake le met deuxième. Je suis pas prêt à le mettre deuxième. Mais tu sais, milieu de première ronde, moi, je pense que c'est sa place. Il a sa chaise en milieu de première ronde. Non, visiblement, c'est là qu'il va sortir, je pense. Là. Moi, je le vois un peu. Je l'ai moins rose dans mon cœur que toi, un peu. Là. Je trouve encore que. Mais je pense que tu as raison. C'est pour ça aussi. Je vois encore qu'il y a du stock de junior dans son jeu. Mais peut-être qu'il n'a pas le choix de l'avoir. Parce que, comme tu dis, il n'est tellement pas entouré à Tri-City. Là, j'ai vraiment hâte de le voir les États-Unis. Comme tu disais, là, ça va être de quoi. Puis, on pourrait là, se soulever certaines questions. Genre qu'on pourrait faire un retour là, après pour un autre podcast. En tout cas, whatever, j'ai des idées en tête. Tu sais, comme tantôt, quand Memo nous disait Galvas ou Cole Hudson, mais tu prends le tournoi des deux, puis après ça, tu le prends dans un podcast après le tournoi, puis des questions qu'on répond. C'est vrai que ça serait pas pire. Je reviens à Connolly, mais c'est ça. Là, on dirait que en début de saison, avec son attitude et tout, on s'en parlait, c'était facile de le détester. Là, on dirait que je me cherche des raisons de le détester parce qu'on dirait que j'aime le détester. Mais ça a commencé de Ligue Gretzky, on le trouvait bon en tabarouette. C'est l'enfer.
C'est ça. C'est une question d'attitude. Moi, c'est une question, je trouve que Stock de Junior, il est frêle. Ouais. Va-t-il mettre de la masse sur sa charpente? Probablement que oui. Mais il y a un très, 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 très grand talent, là, j'en conviens. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est un ajout de malade pour la formation américaine au championnat mondial U18. Puis pour terminer, mais je pourrais juste... on ne vous a pas parlé de Christian Humphries, Brendan McMorrow, LG Mooney, Shane Van Zaghi, Lucas Van Vliet, qui sont des attaquants également que pour certains, ils sont admissibles au prochain repêchage, là, mais on a vraiment ciblé les attaquants qui nous intéressaient le plus pour ce tournoi-là. Puis je ne sais pas si je l'ai dit en début de show, mais les États-Unis se retrouvent dans le groupe A avec la Finlande, la Lettonie, la Norvège, la Slovaquie. Je suis triste pour ces 4 formations-là qui vont affronter les États-Unis au premier tour. Là. J'ai hâte de voir Finlande, États-Unis, là, mais tu sais, Norvège, Lettonie. Ça va être tout que dévolé, je pense. Fait que là, tantôt t'es ici, là, moi je m'en calisse de tes ici. Ton MVP, c'est qui des États-Unis? Dans les États-Unis, désolé. Trevor Connelly. Trevor Connelly pour Brabant, Teddy Siga pour Brass. Donc voilà, pour notre 13e épisode du Street Scout Podcast, on vous revient avec notre 14e épisode. On va vous parler de Team Canada. N'oubliez pas que le tournoi commence le 25 avril à 7h du matin avec un affrontement États-Unis, Cole Eiserman, Trevor Connelly, Teddy Siga, James Hagan. Tu veux en avoir du stock, tu vas en avoir contre la Slovaquie. Soyez au rendez-vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous autres, on va l'être. Ciao, ciao.